Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Jan Vaclav Makhaïevski, un penseur marxiste qui aura passé 11 années de sa vie dans les cachots du tsar. Après ma vidéo sur Bertrand Russell, je poursuis mes recherches liées au livre noir des philosophes pour explorer le monde russe. Les thèses aussi stupéfiantes que corrosives de l'intellectuel russo-polonais Jan Vaclav Makhaïevski, bien que connus de Lénine et Trotsky, n'auront guère d'écho dans la littérature marxiste. Et pour cause, s'appuyant pourtant sur la méthode d'analyse des sociétés fondée par Marx, Makhaïevski développe une critique radicale de la plupart des doctrines socialistes, qu'elles soient réformistes ou révolutionnaires, communistes ou anarchistes. Cette critique, qu'on appelle souvent le socialisme des intellectuels, tente à faire du monopole du savoir l'une des sources de l'oppression au sein des sociétés. Makhaïevski me semble sur ce point assez proche d'auteurs tels que Simone Weil ou Ivan Illich. Sa critique comporte deux aspects majeurs. Une critique accusant les socialistes contemporains de l'auteur d'être les complices de l'ordre bourgeois, et une autre, une étonnante anticipation des dérives du communisme. Les thèses de Makhaïevski expliquent à la fois l'échec des social-démocraties européennes et la tragédie de la révolution russe. Né en Pologne sous domination russe, Makhaïevski s'intéresse de près aux idées socialistes. En 1891, âgé de seulement 24 ans, il est arrêté par les autorités tsaristes pour introduction de littérature clandestine révolutionnaire. Il passera 4 mois en prison à Cracovie. Expatrié en Suisse, il se solidarise avec les grévistes d'un grand centre industriel polonais dont les manifestations sont sévèrement réprimées. Il rédige et imprime un tract de soutien qu'il tente de porter lui-même clandestinement. Il est cependant intercepté à la frontière germano-russe par la police tsariste. C'est à nouveau la prison pour 3 ans, à Cracovie puis à Saint-Pétersbourg. Il est ensuite déporté durant 5 ans en Sibérie. Makhaïevski dénonce l'abandon des idéaux révolutionnaires par le courant socialiste. Tout l'intérêt de ses réflexions est de revenir sur cette dérive réformiste et d'en donner non pas une explication psychologique en termes de traîtrise ou de duperie, mais d'en rechercher la raison sociale, aussi bien l'origine que l'objectif, par le biais de l'analyse marxiste de classe. La social-démocratie justifiait sa participation électorale en mettant en avant l'amélioration de la condition ouvrière et la démocratisation de plus en plus grande de la société capitaliste entre 1850 et 1900. Makhaïevski récuse cette vision optimiste. La situation de la grande majorité du prolétariat international reste catastrophique. Mais surtout, l'idée de démocratisation va faire l'objet d'une analyse détaillée. Par ce terme, on sous-entend qu'une partie des classes non possédantes accède à des responsabilités et revenus supérieurs, grossissant ainsi les rangs de la classe moyenne. Makhaïevski conteste l'idée que la démocratisation de la société capitaliste puisse profiter directement à la classe ouvrière. Il constate que pendant que le prolétariat s'épuise à la tâche, la fonction de direction est nécessairement le monopole exclusif des classes aisées. Pas seulement des propriétaires du capital industriel, mais aussi de ce que Makhaïevski appelle les mercenaires privilégiés de l'État capitaliste, les politiciens, les journalistes, les savants et tous les membres des professions nobles. L'accroissement de la classe moyenne est tout sauf anodin. Lorsqu'il dévoilait la structure de classe de la société industrielle, opposant classe ouvrière et classe capitaliste, Marx postulait à la fois une croissance numérique progressive de la première et un accaparement de toutes les richesses par un nombre de plus en plus restreint de capitalistes. À terme, le prolétariat devait se retrouver seul face à une poignée de grands capitalistes. De ce fait, les socialistes prophétisaient au capitalisme une fin rapide. Pourtant, force est de constater que celui-ci vit et prospère le plus tranquillement du monde. La thèse de Makhaïevski est que l'enrichissement de la classe moyenne, cette pseudo-démocratisation de la société, n'est rien d'autre qu'un élargissement du pillage capitaliste. La seule chose qui change,
c'est que la classe capitaliste n'est plus la seule à profiter de l'exploitation des travailleurs. Selon Makhaïevski, la tragédie de 1848 avait pourtant révélé une contradiction bien plus profonde que celle dénoncée par le manifeste communiste. La critique de Makhaïevski fait apparaître une sous-estimation des forces en jeu par Marx et ses disciples. La conquête de la démocratie par le prolétariat ne signifie nullement sa montée au rang de classe dominante. C'est ce qu'enseignent les massacres de juin 48 à Paris. Alors que le capital opposait classe ouvrière d'un côté et capitaliste et grands propriétaires terriens de l'autre, en réalité, la classe ouvrière eut face à elle non seulement les possesseurs du capital, la plutocratie monarchiste, la bourgeoisie industrielle, mais également la masse entière des mercenaires privilégiés de l'État capitaliste, les avocats, les journalistes, les savants, les enseignants. Selon Makhaïevski, cet antagonisme n'a non seulement jamais été exprimé par le socialisme scientifique, mais il a en outre été dissimulé. Alors que la vulgate marxiste laisse entendre que la société capitaliste creuse sa propre tombe, Makhaïevski affirme qu'en réalité, elle ne cesse de se fortifier. Il dénonce la société bourgeoise incessamment croissante. Alors pourquoi ce mensonge? Pourquoi cette dissimulation sur l'essor de la classe moyenne et son rôle? Certes, une partie des intellectuels semble s'attaquer à la classe capitaliste. En réalité, ils demandent tout simplement à recevoir une place d'honneur au sein de la société capitaliste, avec une rétribution élevée et adéquate. L'intello dispute au patron une part du gâteau. Au tournant du XXe siècle, le théoricien social-démocrate Karl Kautsky prétend que les intellectuels sont au-dessus de la lutte des classes. Il insiste sur leur caractère étranger à l'exploitation capitaliste. Il va même jusqu'à soutenir qu'ils dépassent le point de vue borné de classe. Pourtant, rien ne justifie que l'on considère ce groupe social comme une espèce de spectateur non intéressé à l'exploitation capitaliste. Selon Marx lui-même, la société est le lieu de bataille entre les intérêts des différentes classes. Aucune classe n'est au-dessus de la mêlée. En réalité, l'intellectuel vend au capitaliste son savoir-faire pour extraire le mieux possible la sueur et le sang des ouvriers. Autrement dit, en focalisant la lutte ouvrière sur la seule classe bourgeoise, le socialisme scientifique ne se bat que contre une forme particulière d'exploitation et non contre le phénomène du pillage en lui-même. D'où peut-être les éternelles trahisons des intellectuels envers le mouvement ouvrier. Makhaïevski se demande si cette duplicité n'apparaissait pas déjà dans la base théorique de la social-démocratie, dans la doctrine du socialisme scientifique et même dans l'enseignement économique de Marx. Dans le socialisme scientifique, il revient sur les analyses du capital. Makhaïevski en fait une étude approfondie. Calcul à l'appui, il tente de démontrer que le capital minimise l'ampleur de la spoliation du travail ouvrier. Marx en effet en exclut une part du capital. Chez Marx, le capital constant absolu est conçu comme un dépôt où l'humanité contemporaine accumulerait des richesses, constituant en quelque sorte des forces productives pour la future société socialiste. C'est là pour Makhaïevski une fiction. En réalité, cette part ne bénéficie jamais aux ouvriers, et c'est au contraire sur celle-ci que la vie parasitaire de la société cultivée peut s'appuyer. D'autres positionnements de Marx l'interrogent. Par exemple, la fameuse distinction entre le prolétariat et lumpenprolétariat. Cette dernière catégorie étant déconsidérée, méprisée, traitée comme ennemie. On lui refuse toute voix au chapitre sur la question sociale. Makhaïevski ironise « Comme le bourgeois, le socialiste aime que l'ouvrier travaille. » Mais n'oublie-t-il pas que ce lumpenprolétariat, lui aussi, n'est rien d'autre que le résultat du capitalisme. Autre indice, la volonté de Marx, après la crise révolutionnaire de 1848, d'inciter le prolétariat allemand à soutenir la bourgeoisie dans sa lutte contre le régime prussien.
Là où on pourrait voir un dépassement de toute forme de point de vue partisan, puisque le défenseur de la classe ouvrière est capable de soutenir la bourgeoisie quand cela semble nécessaire, là où on pourrait voir la vérification du caractère scientifique du matérialisme historique, Makhaïski y voit sinon une trahison, du moins une lourde erreur. Il constatait à son grand désespoir que ce mot d'ordre politique était encore à son époque repris sans réserve dans les pays où il vivait. Makhaïski déplore « Toute la politique contemporaine de la social-démocratie se ramène au principe fondamental selon lequel le prolétariat est obligé, à la suite de la trahison de la bourgeoisie à la cause de la liberté, de reprendre cette cause à son compte et de conquérir à n'importe quel prix la démocratie, bien qu'il sache que dans celle-ci se manifeste précisément dans toute son ampleur tout l'antagonisme de classe et toute la force de la bourgeoisie. » À ses yeux, ce mot d'ordre devait nécessairement semer dans les rangs ouvriers l'illusion selon laquelle, au sein de la démocratie bourgeoise, les travailleurs pourraient défendre leurs intérêts par les urnes. En réalité, la lutte pour la démocratie coïncide surtout avec les intérêts de classe de l'intelligentsia. Il y a là derrière un lien avec le colonialisme. De fait, les socialistes critiquent souvent la classe capitaliste devenue parasitaire. Mais on ne critique jamais ceux des premiers temps qui engageaient des fortunes colossales pour asservir le monde. Ils avaient alors un rôle socialement utile. Le rapport ambigu de Marx avec le colonialisme est ici souligné. Si Trotsky exprime d'abord la vive impression qu'a produit sur lui et ses camarades la critique radicale de Makhaïski de la social-démocratie, il en appréciera moins sa vision des intellectuels. En 1902, les deux agitateurs politiques se rencontrent à Irkoutsk. En effet, peu de temps après son retour de Sibérie, Makhaïski est de nouveau arrêté pour ses écrits qu'il transportait avec lui. Il est alors assigné à résidence à Irkoutsk. Son entrevue avec Trotsky restera sans suite, mais un petit groupe de militants ouvriers se rassemble autour de ses idées et un tract virulent est publié le 1er mai 1902. Makhaïski est reconnu comme l'auteur et condamné avec ses partisans à 7 ans d'exil en Sibérie, vers la Kolyma. Il parviendra à s'échapper lors d'un transfert et gagnera l'Europe. En 1905, il publie La science socialiste, nouvelle religion des intellectuels, où il envisage le socialisme comme devenu un ensemble de croyances. En effet, puisque l'existence de la classe intellectuelle repose sur l'exploitation des travailleurs, la science socialiste a dû renier ses propres principes. Le discours socialiste noie l'exploitation humaine dans un discours universaliste, pseudo-scientifique, en utilisant des expressions telles que dégénérescence des classes dirigeantes, loi historique du développement des forces productives, avènement nécessaire du régime communiste, etc. Ce sont là les fables qui constituent l'idéologie scientifique des courants socialistes. On veut faire croire à l'avènement imminent et inéluctable du paradis socialiste. C'est pas totalement faux, mais dire les choses ainsi, ça peut paraître comme une insulte pour tous les militants marxistes qui ont consacré leur vie à inciter les travailleurs à se prendre en main, à favoriser les mouvements sociaux, etc. Il est difficile de croire que du point de vue des militants, les choses se fassent tout seuls. Reste que pour de nombreux militants, la révolution communiste, même quand leur parti a pu prendre le pouvoir, n'est jamais sortie du domaine de l'espérance. Après la révolution de 1905, les textes de Makhaïski connaissent un certain succès et quelques groupes ouvriers se fédèrent autour de ses idées, notamment à Odessa, Vilnius, Varsovie et Saint-Pétersbourg. L'agitateur reproche aux marxistes russes d'appeler au développement du capitalisme dans leur pays, oubliant tous les ravages qu'il provoque déjà. Il écrit « La Russie exporte du blé même durant les famines endémiques, pendant que des centaines de milliers d'agriculteurs russes périssent, faute de pain, le pays possède des excédents de blé qu'il doit échanger contre d'autres biens. » Pour la grande majorité des marxistes russes, le capitalisme n'est pour rien dans ces épisodes de famine, comme s'il n'y avait aucun lien. Au contraire, on se convainc et on persuade les ouvriers que pour résoudre ce problème, il faut encore développer le capitalisme. La contradiction est pourtant patente.
De nombreux ouvriers considèrent actuellement comme leur propre cause le renversement de l'autocratie et l'introduction d'un système européen de type occidental. La participation ouvrière ne fait cependant pas cesser cette cause d'être bourgeoise, d'être la cause des maîtres. Profitant de la courte période d'ouverture libérale du régime tsariste, il rentre en Russie et publie « La révolution bourgeoise et la cause ouvrière ». Dans cet ouvrage, il rappelle les discussions de Marx avec la socialiste russe Vera Zasulich au sujet de la possibilité pour la Russie d'accéder directement à une société communiste sans passer par la phase transitoire du capitalisme. La paysannerie russe, en effet, applique déjà une gestion collective des terres à travers le MIR. Une société communiste pourrait y trouver une solide base. Donc, de l'aveu de Marx lui-même, on aurait pu se passer de l'étape capitaliste. Évidemment, ces échanges épistolaires entre Marx et Vera Zasulich n'ont pas de valeur scientifique. Il s'agit de discussions informelles. Peut-être que Makaïevski s'emballe un peu. Toujours est-il que la question se posait. Et le fait que les bolcheviks ne chercheront nullement à restaurer les vestiges du MIR, encore existants en 1917, la NEP signant même leur destruction finale, tout cela ne fait qu'aller dans le sens du philosophe. Dans les textes de cette période, Makaïevski exprime déjà l'idée que si une révolution socialiste peut supprimer la domination capitaliste, elle ne supprimera nullement ce qu'il appelle le pillage séculaire, l'exploitation du travail et des manœuvres par des donneurs d'ordre. Il tient des propos quasi prophétiques. En cas d'éviction de la classe des capitalistes, ce dont rêvent les socialistes, cette armée de col blanc ne tarderait pas à occuper les places des entrepreneurs privés, de commander directement pour son propre compte et à s'approprier sans partage toutes les richesses du monde. La révolution d'octobre 1917 lui semble en apporter la confirmation. De retour en Russie, Makaïevski ne tarde pas à critiquer le nouveau pouvoir. Dès juin 1918, il publie un périodique, La Révolution ouvrière, dont seul le premier numéro paraîtra. Il reproche aux bolcheviks de ne se concentrer que sur la seule conquête de l'État. Certes, la science socialiste prend en exemple la conquête bourgeoise de l'État lors de la Révolution française, lui permettant une hégémonie victorieuse. Makaïevski rétorque « Les érudits communistes ont négligé un petit détail. Toutes les classes qui se sont libérées dans l'histoire étaient des classes possédantes, alors que la Révolution ouvrière devrait garantir l'hégémonie d'une classe de non-possédants. La bourgeoisie ne s'est emparée du pouvoir d'État qu'après avoir accumulé au cours des siècles des richesses dont l'ampleur ne le cédait en rien à celle de son oppresseur, la noblesse. » Simone Veil ne dit rien de plus lorsqu'elle se demande comment Marx n'a jamais pu croire que l'esclavage puisse former des hommes libres. Elle précise « Avec les bagnes industriels que constituent les grandes usines, on ne peut fabriquer que des esclaves et non pas des travailleurs libres. » Cela pose à tout le moins le problème de l'autonomie du mouvement ouvrier et notamment le dilemme de sa dépendance envers la classe intellectuelle. Car ce pouvoir qui tombe des mains de la bourgeoisie ne peut en aucune manière être repris tel quel par la classe ouvrière. Il devait nécessairement être accaparé par les éléments cultivés de la société bourgeoise, puisque eux seuls détiennent les connaissances indispensables à la gestion d'un pays. Ces intellectuels vont alors jouer le même rôle que les capitalistes. Le profit prélevé par le patron devra appartenir, selon leurs calculs, à l'État et non aux ouvriers, c'est-à-dire qu'il servira à l'entretien des fonctionnaires d'État privilégiés et de tous les dirigeants et éducateurs de la classe ouvrière. Pour preuve, Makaïevski rappelle que, dans ses attaques contre l'industriel, le socialiste ne touche en rien aux honoraires du directeur ou de l'ingénieur. De fait, mais ce ne fut pas sans engendrer de lourds débats parmi les bolcheviks, les techniciens ou directeurs d'usines bénéficièrent de salaires nettement plus élevés que celui des ouvriers. La pièce de théâtre « Cœur de chien » de Bulgakov est une illustration sarcastique de cette survivance de la bourgeoisie au sein de la République soviétique. À ce titre, la révolution bolchevique demeure aux yeux de Makaïevski une révolution bourgeoise. Il compte parmi les premiers à parler de capitalisme d'État au sujet du bolchevisme. Pire, l'infaillibilité de la méthode scientifique dont se targue le socialisme aboutit à un régime autoritaire, car désormais, puisque l'État soviétique est un État ouvrier, toute grève sera considérée comme une rébellion criminelle
contre la volonté de la classe ouvrière. Voilà comment les thèses de Makhaïevski permettent de comprendre comment les acteurs de la Révolution d'Octobre ont engendré un système politique encore plus implacable que celui qu'ils prétendaient combattre. L'ampleur de la trahison apparaît. Pour ce philosophe radical, le socialisme est l'idéologie d'intellectuels professionnels qui désirent tirer avantage de leur position charnière dans la société. Leur idéologie ne pouvait cependant conduire qu'à un régime social basé sur l'exploitation des ouvriers par ces mêmes intellectuels. D'où l'inévitable dictature du parti bolchevique après la Révolution d'Octobre, celle-ci n'ayant fait qu'installer au poste de commande les intellectuels du parti en lieu et place de la bourgeoisie russe.